On s'élance. Pour la journée d'aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons discuter autour du module 5 et module 6. C'est ce qui va permettre à ce qu'on puisse développer notre cours. Les dangers sur le lieu de travail et les contrôles de risque. Ensemble, la semaine passée ou la semaine écoulée, on a eu une présentation à peu près de 150 pages où on a longuement parlé, plus de 2 heures sur ça. On va essayer de lire, parce que ce n'est que 21 pages. Et puis, il y a quelque chose que j'ai prévu à côté pour entrer en profondeur. Au centre de la planification, il y a des concepts comme l'évaluation des risques, l'identification des dangers et le contrôle des risques, mesures de prévention et de protection, développer et mettre en œuvre des systèmes de travail sûrs. Ça, on en a longuement parlé. Quelques rappels par rapport à ce qu'on a dit. Principes et pratiques de l'évaluation des risques. Nous avons les dangers, qui est défini comme toute chose qui peut causer du tort ou qui peut causer dommage à l'homme, à l'équipement, au matériel, à l'environnement. Le risque est la probabilité qu'un danger cause un dommage. En combinaison avec la gravité des blessures, ces dommages ou des pertes qui pourraient se produire de manière prévisible. Ce sont des notions préliminaires qu'on a eu à discuter. Évaluation du risque. On a dit que c'est un processus formel d'identification des dangers, de l'évaluation des risques qui génèrent, puis d'élimination ou de contrôle des risques. Il vous souviendra tout un chacun de vous qu'on a partagé un document, un fichier Excel pareil. Je pense que tout un chacun de vous n'ont pas oublié. Donc, on a partagé une présentation pareille ensemble où nous avons essayé de vous expliquer. Nous avons essayé de vous expliquer la probabilité, la gravité ou la sévérité. On a parlé de la cotation, on a parlé de l'échelle et on a clôturé dans la mise en place des plans d'action. Je pense que vous vous souvenez encore de tout ça. Effectuer une évaluation des risques. L'évaluation des risques peut être décrite comme un processus en 5 étapes. Nous avons dit, première étape, il faut identifier les dangers. Deuxième étape, il faut identifier les personnes qui pourraient être touchées et comment. Troisième, il faut évaluer les risques et décider des précautions à prendre. 4, il faut enregistrer les résultats significatifs et les mettre en œuvre. 5, il faut réviser et mettre à jour si nécessaire. Il vous souviendra ensemble, nous avons parlé de la roue de Dynamic où nous avons démontré comment on peut gérer toute situation en commençant par, on peut le ressortir. Puis d'ici, et je pense que vous n'allez pas oublier. Mettons ça en mode photo, c'est plus simple. Je pense que vous vous souvenez encore de ces principes ici, où nous avons parlé depuis DCA. Nous avons ici parlé de l'identification. Nous avons parlé de l'implémentation. Nous avons parlé du contrôle. Nous avons parlé de la mise en œuvre
des actions restant par rapport au contrôle de ce qui était planifié. Et le principe reste le même. Le principe reste le même ici. Lorsqu'on doit évaluer les risques, la première des choses qu'on doit identifier les dangers. Mais pour identifier les dangers, il faut revenir sur la définition des dangers ici. Qu'est-ce qui est dit? C'est toute chose qui peut causer du tort. Et comme nous sommes dans le cadre de la santé et sécurité au travail, qui parle de la prévention d'accidents et maladies professionnelles en milieu du travail, j'insiste sur cet aspect, en milieu du travail, il faut identifier les dangers se retrouvant en milieu du travail. Donc cela veut dire quoi? Il faut identifier toute chose qui peut causer du tort à l'équipement, au matériel et surtout au personnel dans votre milieu du travail. C'est ça ce qu'on appelle identifier les dangers. Donc, vous devriez identifier toute chose qui peut porter préjudice, qui peut causer dommage, premièrement à la santé humaine. On va aller par des petits exemples. Vous avez votre charroi automobile. Il faut identifier les véhicules qui peuvent causer du tort, qui peuvent causer dommage aux personnes, aux individus ou aux travailleurs. Vous avez votre bureau. Au sein de votre bureau, il faut identifier les dangers. Vous avez vos collègues du travail. Il faut donc l'identification des dangers vous envoie à énumérer tous les dangers dans votre milieu de travail qui peut causer dommage ou qui peut nuire à la santé du personnel. C'est ça ce qu'on appelle identifier les dangers. Je ne parle pas de personnes. J'ai dit, vous identifiez ça, toute chose. Et dans le cadre de notre travail, quand nous parlons du danger, je pense qu'on a eu à les discuter dans notre cours. Je vous ai parlé de conditions dangereuses et je vous ai parlé des actes dangereux. J'ai dit les conditions dangereuses sont liées aux sources, au milieu du travail ou aux conditions dont votre employeur vous met face au risque, face au danger. Donc cela veut dire le bureau que l'employeur vous donne, le véhicule que l'employeur vous donne, la technique que l'employeur vous donne. Si ça ne répond pas aux normes, si c'est dangereux, nous les lions dans ce que nous appelons les conditions dangereuses. Mais si vous, travailleurs, vous êtes les promoteurs des actes qui peuvent causer du tort, soit à vous-même, soit à autrui, c'est ce que nous parlons des actes dangereux. Donc, cela veut dire, quand vous allez identifier les dangers, ne cherchez pas seulement le matériel, ne cherchez pas seulement les équipements, mais cherchez aussi les conditions dangereuses, cherchez aussi les actes dangereux. Je vais prendre un exemple en termes de conditions dangereuses. Un milieu de travail où on a déversé de l'eau, on a déversé des huiles, quelqu'un peut glisser et tomber. Ça sont des conditions dangereuses parce que ça se retrouve dans un environnement dangereux. Vous venez au bureau, vous êtes chauffeur, vous êtes conducteur, ou vous êtes machiniste, ou vous êtes qui, je ne sais pas, mais vous venez au bureau tout en étant sous l'effet de l'ébriété, ou vous êtes sourd. Ça, c'est un acte dangereux. Et il faut identifier ces dangers-là. Ça, c'est un. Deuxième, il faut maintenant identifier les personnes qui pourraient être touchées et comment ils peuvent être touchés.
j'ai donné certains exemples ici. Il y a ceux qui travaillent au bureau. Si les conditions sont dangereuses dans les bureaux, donc il n'y a pas de climatisation, les gens transpirent, les bureaux sont confinés, il y a moins d'espace que les personnes qui doivent y travailler. Quelqu'un a une maladie, il a une toux, quelqu'un a une maladie quelconque, avec toute facilité, ils peuvent contaminer les autres. Alors il faut identifier toutes ces personnes qui pourraient être touchées au cas où il y a un danger. Et on ne demande pas seulement se limiter à des personnes qui peuvent être touchées, mais il faut aussi identifier comment ces gens-là peuvent être touchés. Vous êtes un HSC dans un milieu hospitalier, on vous dit qu'il faut identifier toutes les personnes qui sont exposées. Cela veut dire que vous avez les infirmiers, vous avez les laborantins, vous avez le médecin. Ils peuvent être touchés par les dangers. Mais si on dit comment, peut-être par la manipulation des déchets souillés ou par la mauvaise manipulation des produits chimiques ou par tant d'autres. C'est ça ce qu'on dit comment. Vous avez des toilettes non clinées, non entretenues. À force de l'utiliser, quelqu'un qui souffre de maladies, il laisse des déshydrés là-bas, il laisse des choses, et vous venez vous utiliser les mêmes latrines, vous pouvez emporter, vous pouvez être contaminé, et cette contamination peut avoir des effets graves sur vous et peut-être pour les autres. C'est ça ce qu'on dit, le point D, identifier les personnes qui pourraient être touchées. Troisième, c'est évaluer le risque. Nous avons dit, pour évaluer le risque, on a dit qu'il faudrait donner une certaine cotation pour se rassurer que le niveau de l'exposition où le personnel est face au danger, est-ce que c'est imminent? Est-ce que c'est... On va essayer d'y revenir. On va essayer d'y revenir. Évaluation des risques. Évaluation de risque. Évaluation de risque. Nous avons essayé, je me souviens encore, on a utilisé un tableau pareil où nous avons parlé de l'échelle 1 à 4, je vous ai dit les autres, c'est 1 à 5, cela dépend. Et nous avons la probabilité et nous avons la gravité par rapport au danger. Donc, quand il faut évaluer les risques, cela veut dire nous avons le danger devant et on s'est dit quelle est la probabilité que ce danger arrive et si cette probabilité-là devenait une réalité, ça produirait quelle gravité. C'est au fait, c'est ça le dimensionnement ici. Donc, quand on parle de l'évaluation des risques, le premier élément, c'est vous avez les dangers qui doivent être multipliés à la probabilité que ces dangers-là puissent réellement devenir une réalité. Et si ça arrivait, quel est le niveau de gravité que ça pourrait produire? C'est si simple que ça.
Yes, my friend. C'est si simple que ça. Donc, il ne faut pas aller vers les extrêmes, comprendre les choses comme ça. J'ai un véhicule qui a un problème de frein. Si j'ai donné ce véhicule à un conducteur et que le conducteur l'utilisait, quelle est la probabilité qu'un accident arrive? Si le frein est vraiment au niveau 0, donc cela veut dire qu'il démarre, il part, mais s'il met un frein, il ne va rien. Il aura ce que nous appelons en Kinshasa taper. Donc cela veut dire que le risque est critique. Et si le risque est critique et qu'il arrivait à croiser un autre véhicule ou un passant et qu'il ne sait pas s'arrêter à temps, certainement ce monsieur-là serait mort ou aura des dommages graves. C'est ça ce qu'on appelle la gravité. On essaye de simplifier les choses de manière à ce que vous puissiez les comprendre comme telles, et en avançant avec des recherches, si vous allez faire, ça va vous permettre à ce que vous puissiez avancer. J'ai dit pour évaluer le risque, il faut avoir le danger face à vous et que maintenant comprendre que si ces dangers-là arrivaient, ça c'est ce qu'on appelle la probabilité, et que ces dangers-là pouvaient revêtir un corps, c'est la probabilité. Au cas où ça revêtait un corps, quelles seraient les conséquences? Quelles seraient les conséquences? C'est ça la gravité. Ça peut tuer, ça peut causer de dommages, et ça peut aussi seulement frauder et ne pas tuer. Et le point 3, on ne se limite pas seulement à l'évaluation, mais qu'est-ce qu'on dit? Et décider des précautions à prendre. Vous devriez être en mesure, parce que quand on fait un travail, je crois que j'ai écrit dans un groupe, je ne sais pas si c'est le nôtre, notre mission en tant que des HEC, en tant que des préventionnistes, est d'anticiper à ce que les dangers ne puissent pas prendre corps, ne puissent pas causer de dommages. C'est ça ce qu'on appelle la prévention. Alors, il faut poser des actes en anticipation de manière à ce qu'on puisse avoir zéro accident sur les lieux de travail. C'est ça ce qu'on a dit. Vous évaluez, vous comprenez et vous prenez des actions. Les matins, je dois déployer les techniciens sur terrain. J'ai fait le check, je constate qu'il y a un technicien qui doit aller monter sur une pylône. J'ai vu qu'il y a un conducteur qui doit conduire un véhicule. Je le vois, ce monsieur-là, il est saoulé. Il a des yeux rouges. Quand on check son taux d'alcoolémie, on sent qu'il est au-delà de la moyenne. Donc, cela veut dire que c'est déjà un danger. Quelle est la mesure à prendre? Aujourd'hui, papa, rentre à la maison, tu ne vas pas conduire le véhicule de l'entreprise. Aujourd'hui, monsieur le pyloniste, tu ne vas pas monter, rentre à la maison. C'est ça ce qu'on appelle les précautions à prendre. Ne créez pas de la magie. Faites les choses simples, vous allez protéger votre milieu du travail. Le point 4, enregistrer les résultats significatifs et les mettre en œuvre. Là, nous revenons sur notre code de timing sur PDCA. C'est ça maintenant le principe. J'ai fait un constat, j'ai planifié une action,
j'ai décidé de mettre ces plans d'action en place. Si ça a produit les résultats, j'avance. Si ça n'a pas produit les résultats, je révisite des actions que j'avais menées et je le mets à jour si nécessaire. Les amis, ce que nous avons vu la fois passée et ce que nous voyons aujourd'hui comme rappel, je rappelle encore sur ce que j'avais dit. Un HC, un responsable santé et sécurité au travail, qui ne maîtrise pas la notion de l'évaluation des risques, n'est pas un HC. Ça, c'est la partie majeure de notre fonction. J'insiste encore. C'est la partie majeure de notre fonction. Comment faire une évaluation des risques? On vous sortira des matrices à plusieurs formes. On vous sortira des documents uniques à plusieurs formes, avec l'échelle de 1 à 5, avec l'échelle de 1 à 3, avec l'échelle de 1 à 4, avec autant d'éléments. Retenez seulement le principe. Identifiez le danger, identifier les personnes à risque, évaluer les risques en correspondant les dangers identifiés et la personne exposée et le niveau de gravité si le risque devenait réalité et mettre un plan d'action pour corriger un point, un trait. Même si on sort une théorie à 100 échelles en commun, le principe est clair sur ce que je vous dis aujourd'hui. Parvenez à identifier les dangers, parvenez à identifier les personnes exposées, les personnes à risque, évaluer les risques en mettant en face les dangers identifiés, les personnes à risque, l'échelle de l'échelle au cas où ça arrivait et les actions à mettre en place. J'insiste sur ça pour que demain, on dise « Ah non, on n'en avait pas parlé. J'en parle et je connais pourquoi je vous l'ai dit. » C'est la notion qui fait faille à des charlatans dans notre secteur. C'est la notion qui fait tomber des charlatans dans notre secteur quand vous le mettez face à cette notion de l'évaluation des risques. Je voudrais que vous soyez réellement des représentants santé et sécurité au travail en maîtrisant cette notion de l'évaluation des risques. On les explique maintenant largement. Identifier les dangers. La première étape du processus d'évaluation des risques consiste à identifier tous les dangers importants liés au travail. Les dangers peuvent être identifiés à l'aide des méthodes suivantes. Les inspections. Bon nombre d'entre nous connaissent ce qu'on appelle l'inspection. Une inspection formelle pour élever les différents contrôles. Quand on dit une inspection, on parle d'un contrôle. Tu fais un contrôle planifié ou tu fais un contrôle non planifié. Les inspections, je crois que je vous en ai parlé. Le matin, les services de charroi doivent déployer les véhicules sur terrain. Les ressources humaines, le chef d'équipe doit déployer les équipes. Vous faites une inspection le matin, vous contrôlez, vous vérifiez. Dès que vous avez une non-conformité, vous le mettez à côté. La législation. Je crois qu'on a commencé avec vous en parlant du code du travail, de parler des arrêtés. On a parlé, je pense qu'il y a 2 qui n'ont pas suivi cette partie-là. Il y en a mais on va revenir avec vous. Parce qu'on a parlé avec les amis du cadre légal. Le cadre légal liste toutes les lois nationales, internationales liées à l'activité de la santé et sécurité au travail. Raison pour laquelle bon nombre des HCC finissent par faire des formations de ressources humaines ou des formations de droit parce que notre fonction est transversale.
Donc, si tu ne connais pas la loi, tu ne vas pas être ta structure. Si tu ne connais pas les arrêtés liés à notre domaine, tu ne vas pas aider ta structure. La fonction exige à ce que tu puisses lire les codes du travail pour que tu comprennes les notions de la gestion des ressources humaines. Les déclarations d'accident, on les retrouve dans la loi. Les sanctions à donner au personnel lorsqu'il y a violation, on les retrouve dans la loi. La mise en place du comité santé-sécurité au travail, on les retrouve dans la loi. La mise en place du plan d'action santé-sécurité au travail, on les retrouve dans la loi. Et si de ton côté, toi, tu ne connais pas la législation congolaise en matière de la santé-sécurité au travail, tu ne feras rien du tout. Je vais encore renvoyer la notion, le cours plutôt en PDF. Référez-vous et renforcez vos compétences en termes de recherche. La connaissance des normes juridiques qui s'appliquent à un lieu de travail particulier aidera énormément à identifier les dangers importants, par exemple, les travaux en hauteur, les travaux de bruit. La législation est souvent accompagnée des documents d'orientation qui peuvent être très utiles pour l'identification des dangers. Il y a des lois qui fixent les exigences en ce qui concerne le milieu du travail, les niveaux de bruit en milieu du travail. Il y a beaucoup d'exigences, la mise en place d'un comité HSC, le recrutement d'un responsable santé et sécurité au travail. Mais tout ça, il faudrait que vous soyez à même de les lire. Si vous avez l'information, facilement, ça vous permettra de comprendre. J'ai mis un bémol dessus. Pourquoi est-ce que les responsables de la santé et sécurité au travail sont souvent liés au directeur général? Parce qu'on estime que c'est quelqu'un qui influence les choses de par sa connaissance, sa compréhension, non seulement de sa fonction du HSC, mais aussi du business. Et quand on comprend le business, on participe à sa protection et au développement en réduisant les accidents, les maladies professionnelles et en développant les compétences personnelles en termes de ce que nous avons vu dans la hiérarchie des contrôles. L'information sur le fabricant. Lorsqu'un nouvel équipement, une nouvelle machine ou une nouvelle installation est achetée, il est généralement accompagné d'un manuel d'instruction qui contient des informations sur tous les risques associés et les instructions pour une utilisation. Un nettoyage, un entretien sûr. De même, lorsqu'une nouvelle substance est achetée, elle est accompagnée d'étiquettes d'une fiche de données de sécurité qui identifie clairement les dangers de la substance. Imaginez ce qu'on vous demande ici. C'est lorsqu'une machine est achetée, vous devriez prendre la notice de la machine, les lire. Vous les lisez comment? Non seulement pour comprendre quels sont les risques et dangers qui sont liés, mais il faut comprendre aussi son fonctionnement. Parce que lorsque vous comprenez le fonctionnement, facilement, vous allez détecter lors de votre inspection la mauvaise manière de le faire, de l'utiliser par un opérateur. Et on sait que lorsqu'un opérateur utilise mal un engin, les conséquences est qu'il y ait un accident. Et s'il y a un accident, les conséquences, nous les savons. Ici, on a parlé des fiches de données de sécurité. Je pense que bon nombre connaissent ce qu'on appelle une fiche de données de sécurité. La fiche de données de sécurité est en relation avec les produits chimiques. Je vais prendre un exemple. Vous avez un détergent, vous avez un désinfectant, vous avez n'importe quel produit chimique qu'on utilise en votre milieu de travail, parce que bon nombre pensent que les produits
le fiche de sécurité n'est lié qu'à des fiches des grands laboratoires. Non, non. Même votre milieu du travail, les cleaners qui nettoient les latrines, ils utilisent les désinfectants. Ces produits-là sont considérés comme des produits chimiques et que ces produits chimiques doivent être identifiés comme tels et des mesures de sécurité, non seulement pour le personnel lui-même qui l'utilise, mais aussi, j'insiste bien, pour ceux qui vont le manipuler sur place. Imaginez qu'on ait un surdosage, les cleaners utilisent un surdosage de ces produits et qu'ils nettoient votre bureau avec ces surdosages de produits chimiques. Certainement, quand vous allez venir y travailler, si ce n'était pas, on n'a pas sorti ou il n'y a pas eu évacuation à temps, vous allez certainement suffoquer parce que vous allez respirer ces surdosages. Ça peut vous causer des maladies pulmonaires dans l'avenir. Donc, il est important de comprendre les mélanges, les stockages, le fonctionnement. Donc, on est appelé à comprendre un peu beaucoup de choses. C'est pourquoi je vous ai dit, notre fonction n'a qu'un défaut. Lire, lire, lire. Se former, se former, se former. Ça permet à ce qu'on puisse être à la pointe de l'information. Quand on comprend les choses, on sait ressortir les dangers et on sait mettre des actions pour le prévenir. Les données sur les incidents, l'analyse des tâches. Je vais beaucoup m'appesantir sur l'analyse des tâches. L'analyse des tâches consiste à décomposer un travail en plusieurs étapes et à identifier les dangers associés à chacune d'elles afin de pouvoir ensuite établir la même méthode de travail pour traiter chaque danger. Et cela peut être fait avant le début du travail dans le cadre des processus de planification et c'est ainsi que les systèmes de travail sûrs sont développés. Il existe un acronyme pour l'analyse des tâches. Bon, on va les prendre comme tel. Sélectionnez la tâche, enregistrez les étapes ou les stades de la tâche, évaluer les risques associés, développer la méthode de travail sur mettre en œuvre de la méthodologie de la méthode de travail. Moi, je vais prendre un exemple et chacun va comprendre et ça sera notre devoir de la semaine prochaine. Je suis conducteur de l'engin ou du véhicule au sein de mon travail. Je dois prendre une pièce métallique de notre magasin pour les amener à un site bien défini. On me demande à moi d'enregistrer toutes les étapes qui vont m'amener à exécuter mon travail de la prise du véhicule, en passant par le warehouse pour récupérer la pièce et la déposer au niveau du site. Déjà, ma tâche étant connue, maintenant, je vais la décortiquer. Nous savons tous que pour sortir avec le véhicule, il faut faire une inspection, il faut contrôler. Le matin, est-ce qu'il y a l'huile? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a le carburant? Est-ce que les pneus sont gonflés? Est-ce que le moteur vibre normalement? Est-ce que le frein? Toutes ces étapes-là par rapport au véhicule me permet de compléter la première étape qui est la prise en charge du véhicule.
Deuxième, c'est quitter le bureau pour aller vers les warehouses. Est-ce que la direction que je vais prendre est sécurisante? Est-ce que l'état de la route, elle est bonne jusqu'au magasin? Quand je vais arriver au warehouse, est-ce que la pièce que je vais prendre pèse plus que 25 kilos pour que je puisse les transporter seul? Ou j'ai besoin qu'on utilise un palan ou qu'on utilise de la manutention mécanique afin de les soulever calmement? Et si je dois parcourir, et en définissant toutes ces tâches-là, je vais maintenant évaluer les risques associés à chaque étape. Est-ce que pendant que je contrôle mon véhicule, le moteur est en marche? Si c'est le moteur est en marche, je ne peux pas ouvrir les radiateurs parce qu'il peut y avoir expansion de l'eau vers ma figure et ça peut me brûler. Si je dois contrôler le pneu, est-ce que j'utilise un bon manomètre? Toutes ces étapes-là me permettent d'évaluer le risque chaque étape. Je définis avec dans le check-up, dans le contrôle, dans les checks plutôt de véhicules, je définis ces véhicules est en bon état pour rouler aujourd'hui. Là, j'évalue le niveau du véhicule. Je suis rassuré que je vais rouler en sécurité. Si le véhicule a un problème de frein, si le véhicule a un problème de clignotant, si le véhicule a un problème de phare, si le véhicule a un problème de roue, j'y mets un plan d'action et je corrige. J'arrive sur le warehouse. Je dois prendre le matériel. Si le matériel pèse 5-10 kilos, je peux le soulever seul, je le fais seul. Mais si c'est plus de 25 kilos, soit on les transporte à deux, soit on les sectionne par 5 ou 10 kilos pour que je les transporte seul, soit on utilise une machine mécanique. J'évalue les risques à ce niveau et je prends l'action. Ainsi de suite. Vous allez noter votre activité à vous et décortiquer les étapes comme moi je l'ai fait et y associer des actions pour qu'on puisse se rassurer qu'on va travailler tout en étant en sécurité. Donc, déjà à ce niveau, c'est que s'il te plaît, tu peux garder ton micro fermé. À ce niveau, on a répondu à cette partie-là. Deuxième étape, je pense que j'en ai déjà parlé, on va le lire. Identifier la population à risque, les travailleurs, les personnels d'entretien, les nettoyeurs, les contractants. Ici, c'est là où je vais me présenter sur le 3 ici. Les 3 ici, dont nous ignorons beaucoup. On dit, les contractants peuvent effectuer des travaux indépendamment de ceux effectués par les employés ou peuvent travailler aux côtés des employés. Les lieux de travail créent le risque pour ces contractants et ces derniers créent risque pour les lieux de travail. Tous ces risques doivent être pris en compte dans le cadre des processus d'évaluation. Les visiteurs qui se rendent sur le lieu de travail peuvent ne pas travailler, mais sont néanmoins exposés à certains types de risques. Les membres du public peuvent simplement se trouver à proximité du lieu de travail tout en étant exposés à certains risques. Les contractants, souvent, on les utilise en notre nom pour notre compte. C'est une erreur grave que les HEC font tout en négligeant cette partie. Nous avons des contractants qui font le travail en notre nom. Nous avons des chauffeurs qui font le travail à notre nom. Nous avons des techniciens que nous utilisons
Nous avons des entreprises que nous utilisons en notre nom. Mais ces externes-là font ce que nous appelons dans les domaines l'externalisation du business. Donc, cela veut dire notre entreprise a pris une partie de ses responsabilités, il a donné à une partie externe pour qu'il puisse gérer en son nom. Mais cette externalisation-là ne nous dédouane pas de notre responsabilité de ramener de la prévention vers ces gens. C'est pourquoi ne vous posez pas de questions lorsque vous nous voyez venir chez vous vous auditer ou lorsque vous vous faites auditer par d'autres prestataires. C'est parce qu'ils veulent se rassurer de la manière dont vous gérez leurs risques. Vous êtes appelés à construire des pylônes pour telle société. Vous, les contractants, vous construisez les pylônes qui ne vous appartiennent pas. Alors, si vous faites tomber une pièce d'en haut qui casse une tête d'un travailleur ou d'un enfant qui passe, les conséquences, ce n'est pas vous qui allez les payer. Vous, peut-être, vous allez les payer directement, mais indirectement, c'est la société demanderesse de travail qui va en subir les conséquences. C'est pourquoi la gestion de risque doit être réellement suivie. Donc, aujourd'hui, en tant que HEC, il faut le savoir que si vous utilisez les contractants, vous êtes dans l'obligation de veiller à leur méthodologie de faire pour mieux gérer vos risques. Le visiteur et le public, vous êtes dans l'obligation de vous rassurer que ce que vous produisez en termes de risques, ce que vous produisez en termes de conséquences, si le risque pouvait arriver, est-ce que ça peut toucher les visiteurs qui fréquentent votre milieu de travail ou ça peut toucher le public? Prenez le public ici en termes de voisins, en termes de comptes. Je vais prendre un exemple. On a eu à visiter entrée. On a eu à visiter un laboratoire. Et dans ce laboratoire-là, nous avons trouvé des produits chimiques emmagasinés. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? Imaginez qu'il y ait une explosion de ces produits chimiques-là. Les conséquences ne vont pas se limiter seulement à leur milieu du travail. Même les voisins vont subir les conséquences de cette explosion de produits chimiques. Donc, en tant que responsable de la santé et sécurité au travail, vous devriez voir ces aspects-là. Donc, les actions que vous menez, vous ne les menez pas seulement en termes de prévenir le travailleur en milieu, votre travailleur en milieu professionnel, mais aussi les visiteurs qui fréquentent votre lieu de travail et le voisin qui sont à côté, considérés plutôt comme le membre du public. L'évaluation de risque et de l'adéquation des contrôles actuels. Je pense que la séance passée, on a vraiment parlé de ça. Je vais les lire et on va prendre certains exemples. Le niveau des risques générés par les dangers est-il acceptable ou doit-il être réduit? Le risque est une combinaison de la probabilité qu'un danger cause dommage et de la gravité prévisible des blessures si les dommages devaient se produire. Ça, je crois que je vous en ai déjà parlé. Le risque peut être décrit de manière quantitative en utilisant les mots tels que très élevé, élevé, moyen. Une autre approche couramment adoptée consiste à décomposer les risques en ses composants et à les définir séparément. La probabilité et la gravité, ça on en a parlé. Ces fameux tableaux ici, on a eu à parler de ça ici, peut-être que ça va compliquer. Ces fameux tableaux ici, on a eu à parler de ça. Vous devriez
maîtriser, les comprendre en tant que les HEC. J'insiste sur ça parce que c'est ce qui nous arrive, nous, en tant que professionnels du HEC. Comme je vous ai dit, c'est la sévérité et la gravité. L'échelle est là. C'est très, très important à ce qu'on puisse comprendre les niveaux de sévérité et les niveaux de gravité. On ne va pas revenir sur ce qu'on a vu la fois passée. On va juste jeter un coup d'œil comme vous le voyez. Vous les avez vus grandement avec les yeux ouverts la semaine passée et on a eu plus d'une heure de l'expliquer. C'est de 1, la couleur verte foncée, la couleur le rouge. Et c'est très important de savoir, c'est là où je vais seulement juste compléter. Lorsque vous vous retrouvez dans les niveaux rouges, on a dit l'action doit être immédiate. Je ne vais pas revenir sur tout ça, mais lorsque vous faites votre évaluation des risques, parce qu'on a dit c'est un croisement de la sévérité et de la probabilité ou de la gravité. Donc, lorsque vous avez le 5 multiplié par 5, donc si le risque est arrivé, on a dit c'est certainement ça va arriver, comme c'est certainement ça va arriver et que ça pourrait produire comme dommage très grave, quand on les multiplie les deux, ça fait 25. Et comme c'est 25, c'est dans les rouges, l'action à produire doit être immédiate. J'insiste sur ce mot immédiate. Je mets une pause de 2-3 minutes, je vous reviens, le temps de finir quelque chose ici.